Bonjour à toutes et à tous. On va donc démarrer notre travail, nos résultats de ce travail à tous ensemble avec notre atelier interentreprise. Donc, vu de loin, en fait, dans une entreprise, ce qui crée de la valeur, ce sont des collectifs, on le sait, des laboratoires, des instances, des comités, des services, des business units, autant de lieux où on doit produire finalement ensemble et prendre des décisions à plusieurs. Mais dans un monde du travail qui compte plus d'1 milliard de salariés, il y a une réalité qu'on oublie parfois. Derrière chaque collaborateur, il y a un humain, une personne avec ses envies, ses projets, ses ambitions, une personne qui cherche sa place, qui s'adapte, qui doute parfois, ou parfois qui s'affirme. C'est là l'origine de notre question centrale cette année, comment être pleinement soi tout en travaillant avec les autres. Dès nos premiers brainstorming, en fait, le thème de cette année a ouvert pour nous un vaste champ d'interrogation. Elles vont par exemple de la société, comment faire société avec toutes nos différences, jusqu'au couple, comment rester soi dans la relation à l'autre, jusqu'où faire des compromis ou des concessions, en passant par l'entreprise, comment me sentir à ma place dans mon travail, et quand je ne suis pas vraiment alignée, quel est le prix du mal-être pour moi et pour mon équipe? La première étape pour notre atelier, ça a été de faire équipe. Alors notre atelier, on verra après, quand vous aurez vu le dessin de Lise. Même si nos entreprises étaient très différentes, sont très différentes, lors de nos premiers travaux, nous avons compris que pour faire équipe, il faut s'appuyer sur ce qui nous est commun. C'est le principe d'une équipe, en fait. Ce qui nous est commun pour nous, à Interel, c'est le fait de travailler toutes et toutes dans des entreprises scientifiques et techniques. Donc dans notre atelier, c'est donc sur notre vie professionnelle que nous avons centré nos échanges. Mais en fait, nous étions bien tous conscients que ce sujet dépassait notre seule vie professionnelle et nous renvoyait souvent vers nos vies personnelles ou nos vies en société. Alors comment avons-nous travaillé ? Depuis octobre dernier, avec des réunions plénières ou en plus petits groupes, en distanciel ou en présentiel, en provenance des 15 entreprises du Cercle, avec une équipe incroyable et très engagée qu'on voyait il y a une seconde et qu'on va retrouver après le dessin et que nous remercions. Nous avons tout d'abord cherché ensemble les axes que nous souhaitons approfondir et la façon de les documenter, de les aborder et de vous les présenter aujourd'hui. Alors nous avons donc choisi 3 dimensions essentielles et complémentaires que vous allez découvrir dans les prochaines séquences. D'abord, moi et moi. Mieux se connaître, mieux se comprendre, avec des outils et une petite touche d'humour. Ensuite, moi et l'autre. Nous verrons comment on crée une relation de qualité, comment on trouve le bon équilibre entre affirmation de soi et prise en compte de l'autre. Et on l'a vraiment vécu dans le cadre de notre groupe de travail, n'est-ce pas, Marie? Dans le cadre de nous deux aussi. Enfin, c'est pas maintenant qu'on va régler nos comptes. Bon. Et enfin, moi et Elle le l'a groupe. dit. Parce qu'une équipe performante, ce n'est pas une équipe uniforme. C'est une équipe où chacun peut apporter pleinement ce qu'il est. Nous vous présenterons comment créer un environnement où tout le monde peut s'exprimer, peut oser, peut proposer, peut se tromper sans crainte. Avec bien sûr quelques pistes et quelques solutions que nous partagerons avec vous. Alors pendant cet après-midi, vous serez invités à vous poser des questions, à réfléchir, à interagir. Alors nous vous souhaitons un très bon moment, riche en découvertes, en prise de conscience et nous l'espérons, en déclic. Merci.
Est-ce que tu sais ce que ça fait de parler à quelqu'un et d'avoir l'impression, en fait, de parler à un mur? Tu t'exprimes, tu t'expliques, tu fais de ton mieux, mais vous ne vous comprenez pas. Maintenant, imagine que tu possèdes une télécommande, pas pour contrôler les gens, mais pour t'adapter à eux. Tu parles à quelqu'un de pressé qui va droit au but, mode rouge. Quelqu'un d'enthousiasme, d'expressif, qui parle avec les mains, mode jaune. Quelqu'un de calme, posé, qui n'aime pas les conflits, mode vert. Ou quelqu'un de structuré, logique, qui pose 1000 questions avant d'agir, mode bleu. Cette télécommande, elle existe. Et elle n'est pas sur le canapé, elle est dans ta tête. Elle s'appelle la méthode DISC. Le disque, ça n'est pas un gadget à la mode. C'est un modèle centenaire fondé sur les travaux du psychologue américain William Marston. Et aujourd'hui, ce modèle est utilisé partout dans le monde par des milliers de personnes tous les jours. Pourquoi? Parce que le disque est un langage universel qui t'aide à mieux comprendre les autres, travailler en groupe sans tension, désamorcer les conflits avant qu'ils explosent, communiquer plus intelligemment dans toutes les sphères de ta vie. En entreprise, dans le sport, en couple, en famille, quand tu connais les couleurs, ça change la donne. Ce qui rend le disque aussi puissant, c'est que ça n'est pas un test de QI. C'est un raccourci ultra concret pour mieux comprendre le comportement humain. Avec juste 4 couleurs et à partir de 2 questions simples. Est-ce que la personne en face de toi est plutôt rapide ou plutôt posée? Est-ce qu'elle est tournée plutôt vers les gens ou vers les tâches? Les tâches, je parle pas de certains styles de gens, on est d'accord. Rouge, jaune, vert, bleu, 4 styles, 4 langages, 4 manières de voir le monde. Eh bien, quand tu sais décoder ça, tu peux adapter ta communication en quelques secondes et ainsi transformer une incompréhension en une vraie connexion. Tu veux que ton message passe? Commence par parler dans la langue de l'autre. Aujourd'hui, pas de théorie ennuyeuse, chaque couleur va venir se présenter elle-même. Tu es prêt? Voici donc les 4 profils du disque comme tu ne les as jamais vus. Moi c'est le rouge, mon truc c'est l'action. J'aime que ça avance, que ce soit rapide, clair et efficace. Donne-moi un objectif et je vais l'atteindre. Point. Mon point fort, je décide. Mon point faible, bon, parfois j'écoute pas assez. Ou je peux paraître un peu trop direct quand je dis quelque chose. Mais si tu veux que ça bouge, tu sais à qui t'adresser. Tu veux que ça avance? Active le mode rouge, c'est clair. Hello, moi c'est le jaune. Ce que j'adore, c'est créer du lien, faire rire, motiver, rassembler. Parce que pour que l'ambiance soit bonne, eh bien moi je me donne. Vous avez la ref? mon point faible, je pars parfois un peu dans tous les sens. Et il m'arrive d'oublier un détail, ou deux, trois, et 1, et 2, et 3, 0. Vous avez la ref aussi? Mais franchement, une réunion sans moi, bah c'est triste, hein? En tant que jaune, bosser, c'est bien, mais ce qui est encore mieux, c'est de créer du lien. Moi, c'est le vert. Ce que j'aime, c'est que les choses se fassent en douceur. Pas de stress, pas de précipitation. Ce qui compte avant tout, c'est l'équilibre et l'harmonie. Mon point fort, j'écoute, je soutiens, je stabilise. Mon point faible, je peux avoir du mal à dire non et aussi je fuis les conflits. Mais si tu veux une équipe solide et soudée, il faut un vert. Tu peux me faire confiance. Solide, discret, fiable, c'est le profil vert. Bonjour, moi c'est le bleu. Je suis là avant tout pour structurer, analyser, optimiser. Un projet sans cadre précis, très peu pour moi. Mon point fort, la rigueur. Mon point faible, je peux être un petit peu trop perfectionniste. Et aussi avoir du mal à lâcher prise. Excusez-moi, vous avez la caméra, vous êtes sûr qu'elle tourne? Parce que je ne vois pas la petite lumière rouge, je me permets. Mais bon, si vous voulez de la qualité, vous savez où me trouver. Carré, précis, organisé, le mode bleu, tu dois activer. Alors, dans quelle couleur est-ce que tu te reconnais? Et autour de toi, est-ce que tu arrives à deviner qui est plutôt quoi? C'est une clé de lecture, un langage universel pour mieux se comprendre et mieux comprendre les autres. C'était pas mal, hein? Donc maintenant, on va voir dans cher public, à quelle couleur pensez-vous appartenir? Vous qui pensez être bleu, levez-vous. Sachant que vous pouvez être plusieurs couleurs. Qui est bleu? Pas mal. Qui est rouge? Un peu plus nombreux, mais même. Qui est vert? D'accord. Et qui est jaune? Ah, il y a pas mal de jaune, hein, voilà. Donc voilà. Donc vous voyez, le disque nous montre en fait, vous pouvez être plusieurs couleurs, à part les plusieurs couleurs, mais il nous montre que nous avons plusieurs profils
selon nos modes de communication. Mais parfois, nos différences sont aussi cognitives. C'est ce dont nous allons vous parler maintenant et j'ai le plaisir d'accueillir Margot. Bonjour Margot. Bonjour Sonia, merci. Oui, donc là, on va parler de neurodiversité parce que c'est tout ce qui concerne en fait nos différentes façons de penser, d'interagir, de communiquer. Et ça fait partie de la diversité humaine, tout simplement. C'est pertinent aujourd'hui parce que si on veut faire équipe en restant soi, il faut pouvoir le faire, même quand nos cerveaux fonctionnent différemment. Alors, voilà, par rapport de cerveaux différents. Vous reconnaissez les personnes? Donc, ce qu'ont en commun Einstein, là c'est les fans de Big Bang Theory, il y en a, voilà. Amy Farrah Sheldon Cooper et Katherine Johnson, ces personnalités ont un point commun, sont qualifiées de neurodivergents. Ou alors neurodiversité. Et Margot, tu peux expliquer la neurodiversité, ce que c'est? Oui, alors c'est un ensemble de conditions qu'on regroupe sous le terme de troubles du neurodéveloppement, ou TND. Et ça couvre entre autres le spectre de l'autisme, les troubles 10, c'est-à-dire dyslexie, dyspraxie, etc. Le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité et plein d'autres choses. Et on peut dire qu'il s'agit d'un spectre, en fait, en quelque sorte, parce qu'il y a beaucoup de différentes manifestations, différents degrés, en fait, chez les personnes, mais c'est des variations naturelles neurologiques qui, cependant, occasionnent des difficultés dans la vie courante ou des aménagements, et ça peut être considéré comme un handicap. Ok, mais je comprends, mais alors pourquoi on en parle ici au colloque Interrel? Déjà, il faut savoir que ça représente beaucoup de gens, parce qu'on estime qu'il y a environ 15 à 20% de la population mondiale qui serait neurodivergent, au global. Ah ouais, quand même, ça fait presque donc 1,5 milliard. Oui, c'est ça. Et pour te donner une idée, ça fait à peu près 3,5 fois la population de l'Union européenne. Donc non négligeable, et c'est une personne sur 6. Donc en fait, peut-être que votre collègue, votre manager, peut-être toi Sonia, peut-être vous dans le public, vous pourriez être neurodivergent, et peut-être même sans vous en rendre compte. Ok, bon. Bien noté, Margot. Donc on a dit qu'il y avait des manifestations différentes, ça va varier en intensité, en visibilité, mais on voit qu'il y a quand même des traits en commun chez beaucoup de personnes neurodivergentes. Donc d'un côté, on va pouvoir citer par exemple la capacité d'hyperfocus, ou la précision, la rigueur, ça peut être aussi la franchise, la détermination, et tout ça, ça peut être des forces bien sûr, mais d'un autre côté, on a des besoins spécifiques à prendre en compte, des difficultés qui peuvent se traduire par exemple par une surcharge sensorielle, des troubles moteurs, ça peut être aussi des particularités au niveau de la communication ou de l'organisation. C'est vrai. Alors, parce que moi aussi, j'ai fait mes recherches avec toi. Donc en entreprise, il y a à peu près 65% des personnes neurodivergentes qui n'en parlent pas. Et donc, au moins un tiers d'entre elles, ça occasionne des souffrances mentales. Et pourtant, selon les mêmes études, vous verrez plus tard, les équipes neurodiverses, elles peuvent gagner jusqu'à 30% de productivité. 30%. Et on a aussi observé que les équipes neurodiverses, pourquoi c'est 30%? Parce qu'elles prennent de meilleures décisions, elles innovent davantage et elles retiennent mieux leurs talents. Donc vous voyez que c'est un levier, c'est un enjeu même stratégique pour nos entreprises. Et donc mieux inclure ces personnalités, ces profils, ça permet l'épanouissement de tous les talents qui autrement seraient sous-exploités, d'où la productivité. Et en plus, c'est un boost de morale, et le moral boosté, c'est une performance pour tout le monde. Et comme on est au colloque Interrel, je voulais ajouter que pour les femmes, ça ajoute en plus un biais de genre, puisque les diagnostics sont souvent plus tardifs, après des années d'épuisement,
dû à l'effort pour se suradapter. Et aussi en partie à cause de manifestations différentes, puisque la plupart des études que j'ai mentionnées, d'abord, elles ont été réalisées en majorité sur des garçons, plus que sur des petites filles. Et donc, les petites filles, et donc vous voyez où je veux en venir, des stéréotypes de genre qui poussent les filles à se conformer, entre guillemets. Donc, en gros, neurodivergente, être une femme, c'est la double peine. Donc améliorer en fait l'inclusivité de ces profils neurodivergents, ça bénéficie à tous, en fait ça bénéficie à l'équipe, à l'entreprise, à soi-même, et ça permet de créer un environnement équitable où chacun peut exprimer son potentiel. Et donc pour y parvenir, on peut citer plusieurs leviers à mettre en place. Donc déjà sensibiliser les équipes, les managers, être flexible dans l'organisation du travail, des espaces, essayer d'être aussi explicite que possible dans les consignes et les attentes vis-à-vis des collaborateurs. Et je dirais surtout créer un climat de sûreté psychologique où on sait que nos besoins seront écoutés. Parce que du coup, la personne n'est pas le problème, c'est l'écart entre son fonctionnement et son environnement qui pose problème. Voilà, justement, puisqu'on Donc, parlait. Au final, on peut dire que faire équipe en on a les talents, exactement. Voilà. Et donc, en parlant de talents qui sont sous-exploités potentiellement, en parlant de talents, je vous invite à découvrir la prochaine vidéo qui présente une méthode pour les découvrir. Merci. ISMA Talent, c'est une méthode qui permet d'identifier la surcapacité d'un individu, c'est-à-dire, en d'autres termes, ce qu'il sait faire de mieux pour les autres. Alors, pour opposer cette méthode à d'autres manières de faire, finalement, c'est le recueil d'informations de gens bienveillants qui peuvent décrire la personne et ses qualités qui va être la source, contrairement à un travail d'introspection où on pourrait répondre à des questionnaires. Et là, en l'occurrence, c'est véritablement recueillir la perception des autres pour en déduire une surcapacité. Alors, à l'origine de cette méthode, il n'y avait pas du tout le besoin de dire, pour moi en tout cas, qu'il manquait une méthode au développement personnel. Je travaillais sur une autre méthodologie qui était plutôt liée à l'innovation et qui avait pour vocation à aider les start-upers à trouver leur marché. Et après plusieurs interpellations, il m'a été dit que cette méthode pouvait servir pour les personnes, dans le sens où les start-upers partent d'inventions et essayent de trouver la valeur sociale de cette invention pour qu'elle devienne un marché. Et en fait, en ce qui concerne les personnes, certains m'ont dit que les personnes sont comme des inventions pour le monde, et encore faut-il qu'elles trouvent leur place par rapport à qui elles sont. C'est un travail qui se fait en petits groupes, donc au même titre que les autres nous ont aidés à nous découvrir à travers l'écriture de lettres, c'est aussi au sein d'un petit groupe de 4-5 qu'on va s'aider à faire les associations pour pouvoir justement avoir des logiques qui soient véritablement non pas subjectives, mais le résultat de la confrontation de point de vue de l'ensemble du groupe. Si bien qu'au final, en fait, on a véritablement un processus où ce sont véritablement les autres qui vous aident à vous découvrir pour arriver donc à ce fameux résultat qui est la surcapacité. C'est ce que vous produisez. On ne peut pas dire qu'une personne se décrit par une phrase, c'est pourtant bien une phrase qu'on obtient à la fin. On peut dire en revanche que, si vous voulez, ce que vous faites de mieux pour les autres, ça peut se résumer en une phrase. Ça renforce la confiance en soi, ça produit en quelque sorte un résultat qui est une sorte de boussole interne,
qui va permettre de pouvoir, on ne connaît pas le reste de sa vie, et qui va permettre de pouvoir juger si, par exemple, une sollicitation pour un travail ou pour une activité est en phase avec qui je suis. C'est oser aller vers l'autre, oser lui demander comment cette personne me voit, et donc ça, il y a un pas à franchir en quelque sorte. On est accompagné évidemment, mais ça, c'est véritablement, il faut oser faire le pas, tout simplement. ISMA Talent m'a permis d'obtenir un retour en miroir sur mes qualités intrinsèques et sur l'impact que je peux avoir sur les autres. Je l'ai expérimenté à un moment où je devais faire des choix dans ma carrière et ça m'a permis d'éliminer les bruits externes et de me centrer sur mes appétences profondes. Quand le quotidien est difficile, j'y repense parfois et ça me redonne toujours un coup de boost, comme une évidence sur le cap à tenir. C'est quelque chose de très fort que c'est vraiment moi. J'ai suivi la méthode ISMA Talent à un moment clé de transition professionnelle. Elle m'a permis de mettre des mots clairs sur mes forces, mais surtout de comprendre l'alignement entre ce que je pensais apporter et ce qui était perçu par les autres. Grâce à cela, j'ai gagné en clarté, en confiance et en capacité à me présenter de façon authentique. Ma posture a changé, j'étais plus alignée, plus juste dans mes messages et plus impactante dans ma recherche de poste. ISMA Talent a été pour moi un vrai révélateur. Nous avons vu une série de méthodes et outils, mais en réalité, comment ça se passe ? Voici Claire, une cadre en quête de connaissance de soi. Alors, disque me dit que je suis vert, c'est-à-dire stable, sérieuse, à l'écoute, avec une dose de jaune, donc enjouée, influente, aimant la mode et les tendances. Mais MBTI me classe INFJ, donc intuitive, introvertie, révoltée par l'injustice. Et l'énéagramme, type 3, battante, gagnante, apparemment. Donc je suis une leader collaborative, joyeuse, qui aime l'harmonie et déteste la routine. Moi, je suis un peu perdue, ça me fait beaucoup trop d'informations à la fois. Tu veux vraiment savoir qui tu es ? Qui me parle ? C'est moi, je suis ton coach. Alors, j'espère que tu es là pour m'aider, parce que pour l'instant, j'ai l'impression de ressembler à un cocktail psychologique. Normal. Ces tests mesurent des choses différentes. DISC, c'est ta façon de te comporter avec les autres. MBTI, c'est ton mode de fonctionnement dans les différents types de situations. Et l'énéagramme, c'est tes motivations profondes. Donc, je suis 3 personnes ? Non, tu es toi. La carte n'est pas le territoire. Hein ? Quoi ? Bon, ok, je clarifie. Ces tests ne te donnent que des représentations partielles de qui tu es. Ok, j'ai compris. Enfin, je crois avoir compris. Tout ça, c'est intéressant, mais j'ai quand même l'impression qu'il manque des pièces à mon puzzle. Et la perception des autres,
Tu y as pensé? Ah, les autres. Les autres. Et finalement, si j'allais voir mon équipe et que je leur demande ce qu'ils pensent de moi, je vais peut-être apprendre quelque chose, on ne sait jamais. Mais bon, j'ai l'impression que je vais finir arc-en-ciel. Exactement. Multicolore. Et ça, c'est beau. Faire équipe en restant soi, c'est mieux se connaître et aussi aller vers les autres. Donc j'accueille nos deux comédiennes amateurs, amatrices, je ne sais pas si on dit comme ça. Donc, qu'est-ce qu'elles viennent de faire d'après vous là? Elles viennent de faire une démonstration d'assertivité. C'est-à-dire qu'il y en a une qui reçoit un bouquet de fleurs, elle le garde pour elle, ça lui fait du bien. Mais quand l'autre reçoit autre chose qu'un bouquet de fleurs, je ne dirais pas ce que c'est, elle le jette. Ce n'est pas pour moi, je te le laisse. Voilà, ça s'appelle l'assertivité. Et on va prendre un tout petit peu de temps pour regarder ce que c'est que l'assertivité dans notre vie professionnelle. Et on va parler pour ça de qualité relationnelle. Alors l'assertivité, c'est la capacité à dire oui ou à dire non à ce qu'on reçoit. Et on va voir comment on peut passer d'un oui permanent à un non professionnel. C'est vrai, j'ai le retour maintenant, merci. C'est mieux. Passer d'un oui permanent à un non professionnel. Alors, quand on dit toujours oui à tout ce qu'on nous demande, à toutes nos sollicitations, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on devient vraiment très sollicité et toujours en priorité par rapport aux autres qui ne disent pas toujours oui, et donc on risque la surcharge de travail. Oui, merci. Et si on est donc dans cette situation, on peut éprouver de la rancœur par rapport à cette surcharge, des frustrations, etc. Et là, ça induit aussi souvent des relations déséquilibrées parce qu'en fait, on demande toujours aux mêmes personnes, celles qui disent oui. Et donc, ce déséquilibre peut aussi induire des difficultés relationnelles dans une équipe. Donc, il faut éviter finalement ces difficultés. Maintenant, comment on fait pour que ça ne se passe pas de cette façon-là? Eh bien, il faut qu'on réfléchisse sur soi, c'est ce qu'on a vu dans les séquences précédentes, pour se poser des questions, c'est quoi mes limites finalement? Qu'est-ce qui me limite dans mon activité professionnelle? Est-ce que c'est le temps dont je dispose? Est-ce que c'est l'énergie que je peux consacrer à un sujet? Est-ce qu'on me respecte vraiment quand on me demande ça? Est-ce que ça correspond à ce que je sais faire, par exemple? Donc tout ça, ce sont des questions qu'on se pose pour fixer des limites. Je vais m'éloigner un petit peu du micro. Et ces frustrations qu'on évoque, une fois qu'on les a identifiées, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde les traduire en des besoins. On ne donne pas ses frustrations à son chef ou à son collègue, on lui exprime ça sous forme de besoin. Voilà, j'ai besoin de temps pour faire un travail de qualité, etc. Enfin, on donnera quelques phrases magiques après. Mais en fait, l'idée, c'est quand même d'avoir des besoins qu'on sait exprimer clairement. Et c'est tout à fait acceptable d'exprimer ses besoins en entreprise, comme d'exprimer ses besoins dans ses relations personnelles avec les gens qui nous entourent. Et ces besoins, on peut aussi en entreprise les traduire en limites, c'est-à-dire à donner des règles claires avec des indicateurs sur il me faut tant de temps pour justement faire ce travail de manière efficace et faire un travail de qualité. On peut traduire avec des indicateurs. Tout ça, ce sont des éléments qui vont nous définir finalement dans notre vie professionnelle. Et c'est important d'avoir pris du temps pour y réfléchir. L'important, c'est aussi de regarder quand on dit non, quel est l'enjeu pour nous? C'est-à-dire, finalement, qu'est-ce que je vais perdre, qu'est-ce que je vais gagner à dire non à cette sollicitation? Donc, on ne dit pas non, on ne dit pas oui, on réfléchit à ce qu'on gagne et ce qu'on perd avec telle ou telle attitude.
Est-ce que je garde quand même, et avec des risques que ce ne soit pas très bien fait ou que ça me mette en surcharge, ou est-ce que je dis non de manière assez claire, mais finalement, quelles sont les conséquences pour moi? Et dans un monde professionnel, vous savez que ça peut avoir des conséquences. Donc, on prend le temps aussi d'avoir cette réflexion intérieure pour répondre à des sollicitations. On vous a mis là quelques phrases magiques, des phrases qu'on peut prononcer en entreprise et qui aident justement à prendre un peu de recul par rapport à une sollicitation. Vous les voyez qui s'affichent. Hein. Une fois qu'on a défini ses limites, on a quelques éléments de langage qu'on peut utiliser et qui sont respectueux de l'autre également. Donc, ça a sa place en entreprise, comme ça a sa place aussi dans notre vie personnelle. Avec une réflexion sur les priorités de soi et les priorités de l'interlocuteur. Finalement, quand on dit un nom clair et professionnel, avec tout ce qu'on a vu juste avant, ça permet d'avoir quoi? D'avoir une charge de travail qui sera beaucoup plus maîtrisable. On accepte ce qu'on veut vraiment assurer, finalement. Ça induit aussi, en général, et vous pourrez le tester, une paix intérieure, c'est-à-dire qu'on se respecte soi-même, et on se sent légitime par rapport à la place qu'on a dans l'entreprise. On a parlé d'alignement depuis tout à l'heure. On se sent aligné avec ce qu'on sait faire et ce qu'on nous demande. On a en fait aussi des relations professionnelles qui deviennent très équilibrées, avec chacun sa part. Il n'y a pas de sauveur ni de bon petit soldat dans l'équipe. Il n'y a pas celui qui fait tout à la place des autres. Et c'est important aussi d'avoir cette clarté de définition de son rôle. On gagne un périmètre d'action qui va être clair. Ce que je fais, ça devient visible parce que je l'ai exprimé et ce n'est pas évident que je vais le faire. Enfin, il y a une question qui se pose et mon environnement professionnel prend conscience de la valeur de mon travail. Et du coup, qu'est-ce que ça induit? On en a parlé un petit peu tout à l'heure, une estime de soi renforcée. C'est-à-dire que je me sens légitime, je me sens solide et je me sens aligné. Donc voilà, une conclusion, c'est quand tu protèges aussi la qualité de la relation. Dire non à une demande, ce n'est pas dire non à une personne. Et la scénette suivante va vous montrer justement comment on peut dire non à une demande. Merci aux comédiennes et comédiens de monter sur scène. Oui. Oui. Bien, donc Annabelle. C'est Annabelle, elle a 40 ans, elle travaille depuis 2 ans dans une équipe de développement informatique. Elle est créative, sincère, force de proposition et très appréciée de ses chefs et de ses collègues. Mais l'arrivée de l'IA va modifier son poste. Bonjour Annabelle, comment vas-tu? Ça va, merci. Je voulais te parler sur une nouvelle directive. Donc à partir du mois prochain, tous les membres de l'équipe doivent utiliser l'IA. C'est une opportunité très importante pour les membres de l'équipe afin de moderniser notre façon de travailler et de moderniser notre façon de travailler et de gagner en efficacité. Exactement. Ah, je vois. Et ça concerne tout le monde sans exception, c'est ça? Exactement. Le but, c'est d'automatiser nos tâches, d'être plus précis et plus performants. Je comprends que ça peut t'interroger, mais c'est vraiment une opportunité pour toi. L'IA est une super idée pour toi. Tu vas gagner un temps fou et tu vas te débarrasser de toutes les tâches répétitives. Mais c'est n'importe quoi. L'IA, on ne sait même pas comment ça marche. On entend tout et son contraire. Et en quoi va consister l'utilisation de l'IA dans notre métier? Donc, la direction métier a prévu de faire une partie de notre activité par une application contenant de l'IA. Je n'en sais pas plus. C'est une belle opportunité pour avoir des nouvelles compétences et de rester à la pointe. L'IA va te remplacer. Ton job n'aura plus de valeur. À la poubelle, Annabelle. Mais ça veut dire que je vais être remplacée par une IA? Non, pas remplacée. Juste une partie de tes activités répétitives qui vont être supprimées. Tu vois, grâce à l'IA, tu vas pouvoir te concentrer sur les tâches où tu t'exprimes, où tu vas avoir du fun et tu vas t'éclater. Les syndicats crient au scandale. Regarde, ils ont déjà licencié chez les concurrents. Et tu
m'as dit dans 1 mois. Ce n'est pas réaliste. Oui, je sais, mais la direction insiste pour qu'on fasse vite. Écoute, c'est une belle occasion de monter un groupe avec tes collègues et de placer l'IA où ça a du sens. Oui, c'est une bonne idée. Monte un groupe, informe les salariés, contacte les syndicats, challenge la direction. Alors, qu'en penses-tu, Annabelle? Écoute, tu te poses trop de questions. Fonce. De toute façon, toute l'équipe est concernée. Fonce. Ne te laisse pas faire. Rebelle-toi. Je comprends que ça peut être une opportunité, mais je préfère prendre le temps de réfléchir avant de me lancer. J'ai besoin de comprendre comment ça marche, me former et identifier les implications. J'ai besoin de me sentir en confiance. C'est important pour moi. Et si ça ne me convient pas, il est peut-être temps que je change de poste. On en reparle dans 1 semaine? Oui, faisons ça. Prends bien le temps d'y réfléchir et on se reparle jeudi prochain. Merci. Vous avez vu comment Annabelle prend le temps d'exprimer ses limites et ses besoins, donc de faire preuve d'assertivité. Pour réaliser ce travail en groupe dans notre atelier, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé des outils d'entreprise également, en particulier un outil qui nous a permis de rentrer dans la tête d'Annabelle et de comprendre comment elle fonctionnait par rapport à cette sollicitation qui était nouvelle pour elle et qui avait un fort enjeu manifestement dans son métier. Donc on a travaillé sur l'empathie, en fait. L'empathie, c'est donc un autre élément de la qualité relationnelle qui complète l'assertivité, mais cette fois-ci qui est vraiment un travail qu'on fait, une approche qu'on fait pour comprendre l'autre à partir d'éléments et d'outils qui sont classiques en fait dans certains systèmes collectifs. Par exemple, quand on veut travailler en design thinking, c'est-à-dire une méthode collective pour créer une vision de son client, de son prospect, aussi de son équipe, quand on cherche à comprendre mieux. On travaille en créativité. Et donc l'empathie, c'est la première des démarches pour comprendre l'autre. Alors, comme on a fait, on a utilisé un outil qu'on utilise dans d'autres domaines. Oui, c'est un outil qui s'appelle la carte de l'empathie, donc certains du CEA reconnaîtront peut-être, puisqu'on l'a utilisé au CEA dans certaines situations. Et donc, on a travaillé dans le groupe avec cette carte, mais appliquée à 2 profils différents. Un profil de quelqu'un qui était complètement d'accord avec ce que lui demandait le chef, donc passer à l'IA dans toutes ses activités, et le profil d'Annabelle qui était plus réticent, vous l'avez vu, et qu'on a mis en scène dans la scène précédente. Et ça nous a permis comme ça de mettre des mots dans la bouche d'Annabelle, qui était cette salariée qui avait du mal à passer à l'IA. Et on a travaillé donc dans les 4 dimensions, c'est-à-dire que voit-elle, que comprend-elle, que fait-elle, que dit-elle. Ça permet d'avoir un environnement de la personne et pas juste la personne elle-même, mais vraiment de comprendre dans quel cercle elle évolue pour bien typer en fait son comportement par rapport à un sujet nouveau. En l'occurrence, là, c'était l'IA. On ne vous a pas mis, bien sûr, tout. C'est pas fait pour être lu, tout ça. C'est juste pour vous montrer comment on a travaillé pour faire cette scénette. Voilà, donc là je vais laisser la parole normalement c'est une vidéo maintenant. C'est ça? Donc c'est la vidéo. Il était interdit pour une femme d'entrer dans l'Assemblée en pantalon jusqu'à ce qu'en 1972, Michèle Alliot-Marie impose sa tenue. En fait, depuis qu'elles sont entrées en politique, les femmes n'ont jamais cessé de se battre pour s'habiller comme elles voulaient. Contrairement à leurs confrères masculins, on questionne souvent les femmes politiques sur la mode. Vous intéressez-vous encore beaucoup à la mode? Oh oui, très, absolument. Ça, j'estime qu'une femme doit rester féminine et que ce n'est pas parce qu'elle est dans la politique qu'elle doit perdre le sens du mot femme. On ne doit pas l'oublier. Dans les années 60, les femmes adoptent le pantalon. Il offre une liberté de mouvement, protège les jambes des regards et donne de la force à celles qui le portent.
C'est ce qu'a bien compris Michèle Alliot-Marie, qui devient en 1972 la première femme à porter un pantalon à l'Assemblée. L'huissier à l'entrée de l'Assemblée nationale n'aurait pas voulu la laisser entrer à cause de sa tenue. Ce à quoi elle aurait répondu « Si c'est mon pantalon qui vous gêne, je l'enlève dans les plus brefs délais ». On a fini par la laisser entrer, évidemment. Mais c'est le début d'une masculinisation des femmes dans ce milieu politique. C'est un moment où, pour se légitimer, pour être mieux écoutées, elles vont préférer prendre l'apparence des hommes à un moment où ça commence à être possible, donc à porter des vestes, des pantalons, quelque chose qui ressemble beaucoup au costume sombre des hommes. La couleur devient un choix stratégique. La couleur, ça arrive vraiment plus tardivement, surtout à partir des années 90, à un moment où les femmes politiques assument le fait justement d'être des femmes en politique et pas seulement des personnes en politique. Et à partir de là, pour se rendre visibles, elles vont utiliser la couleur, souvent à travers une veste ou un chemisier, une blouse, mais beaucoup la veste qui est au-dessus, qu'on voit beaucoup et qui va leur servir à être vue et à être donc mieux entendue. Depuis MeToo et les vagues de dénonciation du sexisme, s'habiller librement sans subir de jugement est une revendication chez certaines femmes, y compris en politique. Elles veulent pouvoir porter des pantalons comme des jupes, comme des motifs, comme des couleurs sombres. Et cela n'est pas censé avoir d'importance puisque au départ, c'est leur discours qu'on est censé écouter et absolument pas commenter leur apparence. Donc elles vont vraiment de plus en plus se défendre quand il y a une attaque. Ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. Parce que si on remonte quelques années en arrière, en 2012, c'est notamment Cécile Duflot, qui était alors ministre du Logement, qui va être huée à l'Assemblée nationale pour la robe qu'elle porte. Tous les codes sont respectés par cette robe et pourtant elle va être huée par les députés qui sont ses adversaires. Aujourd'hui, une telle situation se reproduirait, la femme politique en question rétorquerait sans aucun doute. Cette fragile liberté vestimentaire n'est pas acquise pour toutes les femmes en politique. Les tenues des premières dames s'attirent toujours des critiques acerbes. Vous avez vu à travers cette présentation que les femmes en politique ont un rôle à jouer aussi pour nous autoriser à rester soi-même dans des situations parfois difficiles où il faut obéir à des codes sociaux, par exemple le code vestimentaire, qui était une façon d'illustrer justement le rester soi dans un monde qui est un peu normé quand même. Je laisse la parole à Alice, qui va vous interviewer sur ce sujet. Alors, nous venons de voir la tenue vestimentaire des femmes en politique et comment elle a évolué au fil du temps. Et dans nos entreprises, il y a aussi des codes sociaux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a intérêt à les respecter ou est-ce qu'on a intérêt à s'en libérer? J'aimerais bien connaître votre avis là-dessus. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez scanner ce QR code et voter. Alors, je crois qu'on peut afficher la réponse à la première question, si on l'a déjà. Alors, est-ce que vous pensez que votre tenue vestimentaire parle de vous? Eh bien oui, à 91%. Effectivement, pour le public et aussi à distance, respecter les codes sociaux, c'est important. Alors forcément, à la deuxième question qui est « Avez-vous réfléchi ce matin à la tenue ?» Non, pardon. Comment vous êtes-vous habillé aujourd'hui? Professionnel, ben forcément. Si c'est important de respecter les codes sociaux, 39% professionnel. Ah, décontracté quand même, pas mal aussi. Comme d'habitude, 36, c'est bien. Et après, alors, vous avez réfléchi ce matin? Comme d'habitude, non. Ceux qui pensent oui, voilà, 79%, effectivement, j'ai réfléchi parce que la tenue parle de moi. Et la dernière question, qui est, êtes-vous un homme ou une femme? Je ne pourrais pas vous donner de résultats en live.
C'est pas possible pour l'instant. Le résultat de ce sondage, vous l'aurez dans le takeaway. Donc, à la fin du colloque, on vous remettra plein d'outils qu'on n'a pas pu vous évoquer maintenant. Et vous trouverez à ce moment-là la proportion homme-femme. Donc, si j'ai bien compris, quand même, pour l'ensemble d'entre vous, c'est important de respecter les codes sociaux. Eh bien, je vais vous proposer 2 témoignages de 2 personnes qui travaillent dans des entreprises totalement différentes. Et vous verrez comment elles tiennent compte ou pas des codes sociaux, comment elles restent elles-mêmes. C'est Elisabeth Chungui pour Orange et ensuite Arnaud Dars pour Le Bon Coin. Donc, je vous propose d'écouter Elisabeth Chungui. Eh bien, j'ai la chance de travailler dans une entreprise comme Orange où on considère que la personnalité des collaborateurs, c'est un atout, que la diversité est une source de performance, qu'un collaborateur bien dans ses baskets ou dans ses talons aiguilles ou dans ses boots est un collaborateur performant. Donc je peux venir comme je suis. Alors, je n'ai pas toujours pu venir au travail comme je le voulais. Dans ma vie professionnelle antérieure, j'ai entendu beaucoup de remarques sur la manière dont je devais me présenter devant les autres. Alors, c'était une vie professionnelle dans les médias où l'apparence compte beaucoup, mais j'ai entendu des choses absolument surréalistes. Par exemple, quand j'ai débuté dans les médias, on m'a dit « Ah, faudrait que tu mettes des lunettes parce que ça ferait plus un télo ». Comme si, je sais pas, comme si j'étais idiote ou comme si, je sais pas, peut-être que j'avais un physique trop avenant pour avoir un cerveau aussi, enfin voilà. Donc le coup des lunettes, ça a été intéressant. J'ai aussi eu droit sur une émission où voilà, moi je me sens plutôt bien en robe, sauf l'hiver, je mets des pantalons, donc, mais je me sens bien en robe et je me souviens très bien d'une émission très, très intellectuelle où on m'a demandé soudain de m'habiller en tailleur-pantalon parce que sinon j'allais distraire les téléspectateurs quand je venais en robe. Mon message, c'est qu'il faut se libérer de toutes ces injonctions. Cela étant dit, on est toujours parfois... oui, on continue parfois à faire de l'autocensure, et là aussi, il faut s'en libérer. Et donc, mon plus bel exemple d'autocensure, c'est quand je suis arrivée au COMEX d'Orange. Je n'avais pas fait une grande école d'ingénieur. Je n'avais jamais été membre d'un comité exécutif d'un grand groupe du CAC 40. Je suis franco-camerounaise. Il n'y a pas beaucoup de membres du COMEX dans les entreprises du CAC 40 d'origine africaine. Donc tout ça faisait que j'étais un peu atypique. Et donc, je me suis dit, bon, je vais quand même faire un brushing parce que si en plus j'arrive avec mon afro, ça risque vraiment d'être too much. Et donc, ce que je me suis dit, ok, je vais faire un brushing pendant la période d'essai et puis à la fin de la période d'essai, mon naturel va revenir au galop et c'est ce qui s'est passé. Et voilà, et aujourd'hui, j'apprécie de pouvoir vraiment venir comme je suis. J'aime bien mettre des vestes en tissu wax parce que ça fait aussi partie de ma personnalité et que j'aime bien les couleurs de toute façon, peu importe l'origine du tissu ou autre. Mais tout ça pour dire que ce n'est pas toujours facile de s'affranchir de l'autocensure parfois, et de cette... voilà. Cette crainte de sortir un peu du moule et d'être sanctionné pour cela. Encore merci à Elisabeth Chungui pour son témoignage. Voici maintenant quelques mots que nous a transmis Arnaud Dars, directeur technique de Vibrancy chez Le Bon Coin, que nous remercions aussi. Ce qui fait de moi qui je suis, ce sont plein d'éléments assez naturels et intimes. En les amenant tels quels, et même en les montrant,
Je me mets chaque jour au travail dans une situation plus facile. Je n'ai pas à forcer, je n'ai pas à cacher, et je peux consacrer mon énergie sur les vrais problèmes à résoudre. Nous souhaitions avoir son témoignage car, comme vous le voyez et l'avez entendu, il s'affranchit des codes sociaux de l'entreprise avec facilité. Nous avons parlé de moi et l'autre, de moi et les codes de l'entreprise, et si nous parlions de moi et l'intelligence artificielle, avec la vision d'experts de ce sujet travaillant dans nos entreprises. Ce n'est pas un collègue comme les autres, c'est peut-être davantage un outil et qu'il faut savoir avoir en tête parce qu'il n'a ni intention ni émotion et surtout pas de responsabilité. D'abord, c'est quoi un collègue? Du coup, est-ce simplement quelqu'un à qui on envoie un certain nombre de tâches et qui nous renvoie à sa production, ou est-ce que c'est quelqu'un avec qui on développe une relation un peu plus forte et qui nous permet de construire quelque chose de beaucoup plus loin sur du long terme? Et la deuxième question, c'est au-delà de ma relation individuelle avec ces outils-là, c'est plutôt collectivement, quel est notre rapport à ces nouveaux outils? Parce qu'au-delà de simplement est-ce que c'est un collègue ou pas, c'est la capacité de dire comment on travaille ensemble dessus. Comportement vertueux, ce serait par exemple comme avec un GPS. On définit la destination, on vérifie si l'itinéraire pour les passagers convient, les passagers pouvant être les clients ou pouvant être les collègues, et ainsi on doute, on vérifie et on contrôle. Si ce n'est pas la bonne destination, on change. C'est nous qui avons le volant en main. Ça, c'est le comportement vertueux. Le risque, c'est en effet d'oublier que c'est n'est autre qu'un outil statistique. Pour répondre à la question, moi, ça serait plutôt de développer la pleine conscience vis-à-vis de ces outils. Quels sont les impacts qu'elles vont avoir, pas simplement à court terme, mais plutôt à moyen et long terme, en déléguant un certain nombre de choses à ces outils-là. Et du coup, comprendre d'abord ce que ces outils-là font à nous, individuellement et collectivement, avant pour développer justement ces garde-fous cognitifs, intellectuels, collectifs qui nous permettraient de créer justement cette bonne relation avec les machines. Alors, normalement, l'IA est plutôt respectueuse dans la relation avec l'autre. C'est plutôt la légitimité que l'on peut avoir au regard des autres collègues. Et je pense que cette légitimité, elle repose sur ce que nous sommes, c'est-à-dire des êtres humains qui savons ce que les décisions à prendre avec l'IA ont comme enjeux sociétaux, éthiques, par notre expérience de vie. Cette part de légitimité pourrait venir probablement des capacités de ces outils-là, le fait de pouvoir faire des choses beaucoup plus vite, de pouvoir traiter une grosse quantité de données et de réduire ce sentiment d'efficacité personnelle et se dire est-ce que je suis à la hauteur de ces outils-là. Et pour éviter de tomber dans ce piège-là, c'est d'abord savoir qu'est-ce qu'on veut garder en tant qu'humain, qu'est-ce qui est humain en nous, individuellement et collectivement, qu'on veut chérir, qu'on veut maintenir, qu'on veut continuer à développer, et ensuite déléguer à la machine ce qui collectivement n'est pas pertinent. Moi, j'observe que les femmes développent des compétences différentes, notamment dans les univers masculins. Elles sont plus à même d'accepter la remise en question, de douter, de vérifier, d'accepter les feedbacks. Or ça, ce sont des compétences qui sont fondamentales à l'ère de l'IA, pas que l'IA devienne un argument d'autorité. Et en fait, une autre compétence aussi, par rapport au savoir que l'IA peut exprimer,
C'est simplement de rappeler que on sait quoi faire de ce savoir. Et c'est ça aussi cette autre compétence. C'est-à-dire relier le savoir aux enjeux sociétaux, éthiques et humains. Pour moi, les attitudes à développer vis-à-vis de ces outils-là, et notamment cette pleine conscience, sont à développer quel que soit le genre. L'enjeu est beaucoup plus loin que de rester justement sur cette différenciation. Et on a besoin des femmes justement pour développer encore plus ces activités au sein des organisations. Donc pour terminer cette partie sur moi et l'autre, y compris avec l'autre qui est une IA, on va juste faire un tout petit point de conclusion sur la qualité relationnelle. On a vu deux formes de qualité relationnelle, on a vu l'empathie et l'assertivité, sachant qu'il faut doser l'une et l'autre. Si on a trop d'empathie et pas d'assertivité, on peut être confronté à un effacement de soi. Et si on est dans une situation où on a beaucoup d'assertivité et peu d'empathie, alors la relation peut devenir dure. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, il faut vraiment réfléchir à comment je me positionne par rapport à l'autre. Et c'est la définition de la qualité relationnelle. La qualité relationnelle, c'est justement la proximité de l'autre, à quelle distance je me mets de l'autre, et l'affirmation de soi, et c'est un savant dosage entre les deux. Et c'est ça qui permet de faire des collectifs puissants, et donc place maintenant aux collectifs et à nos entreprises. Merci Anne-Marie. Alors, comme nous l'avons vu depuis le début de cet atelier, clairement, faire équipe en restant soi demande de s'investir pleinement dans notre développement personnel, dans notre connaissance de nous-mêmes. Mais ça demande aussi de trouver et d'être conscient de cet équilibre entre assertivité et empathie dans nos relations aux autres. Donc finalement, de quoi on a parlé depuis déjà à peu près une demi-heure? On a parlé d'intelligence émotionnelle. Donc vous avez certainement entendu ce terme préalablement. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à lire le livre de Daniel Goleman sur l'intelligence émotionnelle pour comprendre vraiment quels sont les axes de développement de chacun que l'on a tous entre nos mains pour développer notre intelligence émotionnelle. Alors maintenant, il est temps de se pencher sur le groupe. Comment pouvons-nous faire équipe ensemble avec nos individualités? Et pour cela, je vous invite à prendre votre téléphone de nouveau, à aller sur votre application et on va vous inviter à répondre à 3 questions pour explorer ce sujet ensemble. Et nous allons répondre à ces 3 questions à la suite avec Elisabeth et Hélène. La première question, ça va être « Si je fais une erreur, est-ce que cela va être retenu contre moi ?» Donc je vous invite à répondre à cette question. La deuxième question va être sur le leader qui admet publiquement s'être trompé. Qu'est-ce que ça vous fait ? Comment vous vous sentez par rapport à ça? Et la troisième reviendra à regarder vraiment pourquoi se préoccuper de la sécurité psychologique au sein du groupe et qu'est-ce que ça veut dire pour vous. Donc on va attendre un petit peu que les résultats s'affichent, mais regardons, on va mettre un petit peu, voilà. J'attends un peu que ça stabilise parce qu'il y a beaucoup de mouvements. Il y en a quand même qui ne font jamais d'erreur, alors je vous applaudis, bravo. Il y a beaucoup de connaissance de soi, clairement. Alors voilà, on voit quand même qu'il y a, pour la plupart d'entre vous, et j'applaudis vos entreprises, qu'il y a ce sentiment de sécurité psychologique. Cependant, on voit quand même qu'il y a plus de 33% qui potentiellement ne se sentent pas en sécurité psychologique au sein du travail. Alors, il est important de parler de la sécurité psychologique, de la définir, et je vais utiliser la définition de Amy Edmondson, qui est vraiment, finalement, je dirais, celle qui a mis la sécurité psychologique à l'ordre du jour dans toutes nos entreprises. Elle a également écrit un livre qui s'appelle The Fearless Organization,
Vous l'aurez aussi dans vos liens pour la suite. Et finalement, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle dit que la sécurité psychologique, c'est le fait de croire que l'on ne sera pas puni ou humilié pour avoir exprimé des idées, des questions, des préoccupations ou des erreurs. Et on voit également que sur ce sujet, malheureusement, les femmes se sentent moins en sécurité que les hommes. La deuxième question. Donc pour la deuxième question, le leader de l'équipe admet publiquement qu'il s'est trompé, cela vous fait donc davantage confiance, on est à 87%, donc c'est bien, douter de ses compétences, ni chaud ni froid, 9,1% pour ni chaud ni froid, c'est intéressant. Mais bon, on est quand même sur davantage confiance. Donc ces résultats montrent l'importance de la transparence du leader pour créer un environnement enclin à la sécurité psychologique du groupe. On a de nombreuses études qui ont montré l'impact, qui ont prouvé l'impact du leadership sur le groupe. Je vais prendre le slide du coup. Merci. Donc l'étude Getting Real About Inclusive Leadership, donc, qui a été faite en 2019 auprès de 2100 salariés dans le monde, a analysé l'impact de l'humilité du leader et a montré une augmentation de 20% de l'engagement, de 18% de l'innovation et de 22% du sentiment d'inclusion. De la même façon, la méta-analyse de Montano, Schleu et Hufmeyer, qui a été faite en 2023, a montré que le style de management n'était pas un facteur secondaire, mais un levier essentiel sur la santé au travail. On a constaté 15% de différence sur la santé mentale des employés, en fonction du comportement du manager direct, et également qu'un manager toxique augmente de 40% les risques de burn-out et de dépression dans ses équipes. Donc, bonjour. La troisième question, c'est se préoccuper de la sécurité psychologique dans un groupe est selon vous plutôt une mode, un plus agréable, une condition de survie pour l'équipe dans un monde incertain ou une des clés de la performance? Donc là, vous êtes en majorité toujours sur une des clés de la performance. Et c'est vraiment un des trois axes de se préoccuper de la sécurité psychologique dans un groupe. Ça permet, c'est un levier de performance individuelle et collective. Et également, ça permet plus de mixité. Et ça permet aussi, il y a un enjeu pour les entreprises, un enjeu stratégique, un enjeu financier et économique. Et également, c'est tout bêtement, c'est la loi. Se préoccuper de la santé de ces travailleurs, c'est la loi. La loi avec l'article 41-21 et la loi de Marie-Pierre Rixain qui incite à plus de mixité dans les COMEX et les CODIR. Et là, je vais passer la parole à Elisabeth pour illustrer ce qui se passe dans les entreprises du cercle Interrel et notamment au CEA. Merci. Comment la culture managériale est prise en compte dans nos sociétés? Pour fédérer des équipes autour d'objectifs communs, il est important de créer et de communiquer sur des valeurs fortes. Par exemple, en 2022, la Direction générale du CEA a décidé de transformer culturellement les pratiques managériales de l'entreprise. Le management était alors orienté sur les parties techniques et organisationnelles. Suite à des échanges avec des partenaires européens, le CEA a intégré une approche de l'intelligence émotionnelle dans les formations des managers, et ce pour les managers de proximité jusqu'aux managers dirigeants, sur des formations allant de quelques jours à plusieurs mois. Dans la foulée a été créée l'Université du Management.
excusez-moi. Voilà. L'université du management, c'est un dispositif d'accompagnement managérial qui s'appuie sur un socle commun qui est le modèle managérial, qui est lui-même décliné en 12 dimensions. Les dimensions sont communiquer, intégrer, accompagner, valoriser, construire ensemble, être exemplaire, faire preuve de courage managérial, décider, organiser, piloter, s'engager, donner du sens, préparer l'avenir, favoriser l'ouverture et encourager la transversalité. L'université de management a ainsi intégré l'ensemble des services à destination des managers, et ce, quel que soit le niveau de management. Via un réseau social d'entreprise, les managers ont ainsi accès à plusieurs services, tels qu'une mallette numérique. On a également accès à des ressources en ligne, des fiches thématiques, telles que le télétravail ou le handicap, mais également à des formations en e-learning, comme lutter contre les biais cognitifs ou les risques psychosociaux. On a également de façon régulière des webinaires qui ont lieu régulièrement, voire tous les mois, le dernier étant bien accompagner ses collaboratrices lors d'un congé maternité. En 2024, une étude lancée au CEA, donc nommée CEA Pulse, a été lancée sur l'ensemble des collaborateurs et a reçu 43% de participation et 9200 réponses. Ça l'a permis de prendre le pouls sur l'état d'esprit des salariés, mais également sur la QVCT, l'organisation et les pratiques managériales. Les résultats affichés montrent des similitudes entre le point de vue du manager et le point de vue du salarié. On constate que dans les 4 premiers résultats, on retrouve les principaux aspects de l'intelligence émotionnelle, l'empathie et l'écoute active, le donner du sens et la maîtrise de soi. Le dernier résultat est représentatif du pilier fondamental de la culture managériale, le groupe. Pour avancer plus loin, plus longtemps, il est indispensable d'avoir une équipe qui soit forte et mobilisée. Pour la suite, la séquence suivante, c'est une scénette qui va être mise en scène pour présenter les relations dans une équipe. Merci. Bonjour, Murmure. Installez-vous, on va commencer. Bonjour, Harmonie. Bonjour, Soupir. Ce soupir, c'est pour dire bonjour? Ouais. Ah, grosse caisse. Paraît-il que vos dernières organisations ont fait grand bruit. On fait de la poésie, on parle technique. Bon, d'accord. Nous avons un problème sur le produit. Il ne répond plus. Impossible. J'ai tout vérifié hier et les paramètres étaient parfaits. Ce matin, quand j'ai voulu démarrer la machine, en fait, je me suis rendu compte... C'est forcément une erreur au moment des manips. Et c'est parti. Quand ça marche pas, c'est la faute des autres, n'est-ce pas, grosse caisse? S'il vous plaît, Soupir, on vous écoute. Murmure, allez-y. Merci, Harmonie. Alors, quand j'ai démarré ce matin la machine, je me suis rendu compte qu'elle avait été déplacée. C'est moi qui l'ai déplacée. Déplacée n'est pas cassée. C'est ma machine. Je sais comment elle marche. Laissez-moi faire. Ah bah si madame s'occupe de tout, je ne serai à rien dans cette équipe. Harmonie, je pars. Soupir, restez s'il vous plaît. Votre avis est crucial. Grosse caisse, soyez patiente s'il vous plaît. Murmure, terminez votre idée, on vous écoute. Merci, Harmonie. Donc, elle a été déplacée, mais est-ce qu'elle a été rebranchée? Mais je n'ai pas pu vérifier les branchements. Le boîtier était fermé à clé. Et comme d'habitude, la clé était introuvable. La clé, c'est moi qui l'ai, Soupir. Il suffit de me la demander au lieu de râler. Bon, stop, s'il vous plaît. Pour que cette équipe fonctionne, nous avons besoin de 2 choses. Le respect et que chacun se sente libre de s'exprimer.
Le respect nous rend plus forts et c'est notre seul moyen d'avancer tous ensemble. Nous avons 2 faits. La machine a été déplacée, les branchements n'ont pas été effectués. Quelles sont vos propositions? Donnez-moi 1 heure. Je vérifie les branchements et ensuite je relance le test. Et peut-être qu'on pourrait se retrouver le matin, faire un point ensemble pour se synchroniser. Et moi, je vais mettre la clé dans le boîtier commun. Ça évitera de perdre du temps. C'est vrai que tout le monde a un rôle. Très bien. Repartons sur de nouvelles bases. Chacun a trouvé sa place, chacun sa... Et lorsque le groupe écoute, même un murmure peut devenir une force. Comme vous venez de le voir et de l'entendre, chacun sa place, chacun sa voix. Et maintenant, j'invite Solène Thomas à venir faire entendre sa voix. Solène Thomas, recruteuse de dirigeants et spécialiste de la féminisation. Merci. Alors moi, je ne savais pas que le Cercle Interrel, c'était une grande troupe d'artistes. Des comédiens, des musiciens. Je suis assez bluffée. Merci de votre invitation qui m'honore et qui arrive pour moi après 20 ans de recrutement, de carrière de recrutement de dirigeants, de mise en œuvre de programmes de féminisation de filières talents et de COMEX, et 10 ans d'engagement associatif pour faire évoluer le monde du travail et y mettre plus de valeurs féminines. Alors, j'ai 3 questions, paraît-il, auxquelles répondre. La première qui m'est proposée, c'est qu'est-ce qui freine les collaborateurs à s'exprimer? Je suis très inspirée par la scénette qu'on vient de voir. On a parlé de respect et j'ai un témoignage à vous partager. Il y a une dizaine d'années, j'étais autour de la table avec une dizaine d'associés du cabinet dans lequel j'étais. Et le grand chef Sioux à plume, il y a prescription, vocifère sur l'assistante qui arrive pour apporter des dossiers. Mais vraiment, vous savez, cette scène où le respect dont on vient de parler n'est pas très présent. Alors, à ce moment-là, moi, je me sens très mal. Qui a déjà vécu une scène d'irrespect, juste pour savoir? Bon, qui n'a pas déjà vécu une scène d'irrespect? Donc là, je me sens très mal. Mais il y a une grosse pression hiérarchique. Vous voyez, au-dessus de moi, je suis avec les personnes importantes. Je ne sais pas quoi faire. Alors moi, j'ai un outil pratique. Quand je ne sais pas quoi faire, je médite. Je médite. Alors là, je médite les yeux ouverts. Et j'observe que j'ai très chaud et j'ai mal au ventre. La colère, chaleur. Et là, j'utilise un second outil, la communication non violente. Je reviens à l'espace de la réunion et je dis quelque chose à peu près comme ça. Observation des faits. Maurice, quand tu vocifères sur Géraldine, je me sens mal. Je me sens mal, je ressens de la colère. Dans la CNV, émotion arrive en second. Je ressens de la colère. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de respect. Et que le respect soit à mon endroit et à celles et ceux avec lesquels je coopère. Alors, ma proposition d'action, puis-je sortir de cette salle de réunion? Et là, cher Maurice me dit « Dégage !» C'est vrai, c'est une vraie histoire. Alors, à la réponse, pourquoi on ne s'exprime pas? Parce que s'exprimer peut être un suicide professionnel. Et c'est vrai. Deuxième anecdote courte.
ce même personnage m'impose des missions pas du tout en accord avec ce que je développe comme offre. Je sors, juste avant cette réunion, j'avais fait une thérapie de chant postural. Le chant postural, c'est comment porter sa voix de manière souveraine à partir d'un espace intérieur, voilà, bien posé, quoi. Et donc, Maurice m'impose des missions, et là, j'écoute à l'intérieur de moi, et à l'intérieur, on a parlé tout à l'heure de souveraineté, de s'affirmer, ça fait non. Alors je dis non. Et il me dit si. Je dis non. Et je finis par partir de cette entreprise. Merci. Alors, j'aimerais quand même vous partager un autre élément. J'ai commencé à recruter des femmes dirigeantes il y a presque 20 ans. J'ai des cheveux blancs qu'on ne voit pas. Presque 20 ans. Et l'une d'entre elles, une des premières femmes à diriger le manufacturing d'un grand groupe du CAC, s'est fait débarquer, non pas parce qu'elle ne s'exprimait pas, elle s'exprimait justement, mais on l'a trouvé, le mot qui m'avait été dit du patron, membre d'un COMEX, un CAC 40, elle est hystérique. Hystérique, étymologiquement, ça vient d'utérus. Alors, j'ai deux autres questions auxquelles répondre et quelques secondes. Je vais donc en choisir une. Je vais vous parler du rôle des réseaux de mixité dans les entreprises. J'aurais rêvé de créer un réseau de mixité dans mon entreprise. Je l'ai fait en loose day dans le cabinet de l'ostéopathe en dessous pour ouvrir des espaces de parole jusqu'à ce que Maurice la prenne et me dise « Arrête tes conneries !» Bon, mais vous êtes référent et vous avez la responsabilité de porter ces réseaux. Faites-en des espaces de parole en vérité, des espaces où on s'écoute vraiment, où on dépose nos vulnérabilités, des espaces de non-performance, de non-PowerPoint, de non-livrable, des espaces de contre-pouvoir. Contre-pouvoir pour faire évoluer les cultures d'entreprise. Parce que stop, le sujet aujourd'hui, c'est pas que les femmes et les hommes apprennent l'assertivité, c'est qu'ensemble, on transforme la culture de nos entreprises. Et je m'arrêterai avec une proposition. Le hasard fait bien les choses. Le 29 mai, ici au Théâtre de la Cité Universitaire, j'organise avec l'association que j'ai créée, donc c'est totalement bénévole, hein, j'organise une scène pour faire entendre les voix des femmes qui transforment les instances dirigeantes et le monde du pouvoir. Merci à vous. Bonjour, bonjour. Alors, il paraît que je m'annonce toute seule. Me voilà. Enchantée, Caroline Loisel. Et je vais vous faire, alors pas forcément une restitution, parce que c'était assez clair. Et ce que je retiens, c'est que ce qui est puissant s'énonce très clairement, n'est-ce pas? Nous avons pu le constater avec l'ensemble des intervenants, des artistes de l'humain d'ailleurs, qu'on peut tous applaudir maintenant, moi je crois. Alors, je viens avec deux bonnes nouvelles. Alors, pas les nouvelles des actualités de ce matin, hein. Avec deux bonnes nouvelles. La première, c'est que toutes et tous, là, nous sommes des artistes de l'humain. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous avons toutes et tous l'art, une pratique universelle, le funambulisme. Vous voyez? Marcher sur une ligne de vie. Qui a déjà fait du funambulisme? Marcher sur une ligne de slack, une sangle? Oui? Il y a 2-3 ingrédients, hein, n'est-ce pas? Un des premiers, c'est que chacun va trouver son équilibre sur cette ligne, soit avec les bras en l'air, soit avec les bras comme ça, soit les bras longs du corps. Ça, c'est l'image que j'ai envie de vous laisser aujourd'hui pour tout ce qui est la préservation de nos valeurs. Et d'ailleurs, je vous invite à faire un des tests qui n'a pas été cité, qui est maintenant en plus libre d'accès sur Internet, qui est le test de la roue des valeurs de Shalom Schwartz. Vous avez le choix entre 57 valeurs, vous devez en choisir 6. C'est très éclairant. Il ne faut pas faire de contention avec ces valeurs, donc attention, n'est-ce pas? La deuxième chose, pour tenir sur sa ligne,
c'est d'être un peu flexible, n'est-ce pas? Si vous êtes raide comme un péquet, ça ne va pas marcher. La souplesse, c'est l'analogie que je fais avec l'intelligence émotionnelle. Et le troisième ingrédient, c'est surtout pas de regarder ses pieds quand on avance, et encore moins son nombril, c'est de regarder devant. Devant, pour moi, c'est l'image de la vision du projet qu'on porte au sein d'un collectif. Donc, nous sommes toutes et tous, aujourd'hui, des funambulistes sur cette ligne de vie. Deuxième bonne nouvelle, c'est que faire équipe, ça ne se mesure pas. Ça, franchement, moi, ça me soulage. Pas de données, pas de reporting, pas de KPI, pas de réunion pour savoir si on en est où dans le bilan de faire équipe. Oh là là, franchement, ça me met en joie. Et à ce propos, j'aimerais vous citer une citation. Vous devinerez certainement ensuite qui l'a dite. Nous pensons trop. Nous ressentons trop peu. Plus que des machines et des IA, bon ça il ne l'a pas dit à l'époque, et il était mort, enfin, il est mort aujourd'hui, nous avons besoin d'humanité. Plus que l'intelligence, nous avons besoin de gentillesse et de douceur. Vous savez qui a dit cette phrase? Un artiste burlesque du siècle dernier, Charlie Chaplin. J'ai eu la chance d'aller dans sa résidence, dans le musée qui a été créé à Vevey, en Suisse, là où il a passé ses 25 dernières années de sa vie. Si vous avez l'occasion d'y aller, ne manquez pas. Ces paroles sont issues du dictateur, enfin le faux dictateur qui est à la fin, qui a été fait en 1940. Et donc je me permets, pour terminer, de vous envoyer des bouquets de gentillesse, de douceur. Il faut beaucoup de courage aujourd'hui pour en avoir. Je vous en envoie des tonnes.